Bonjour à tous. Le francophone est-il un traître? Voilà le titre choisi par nos aimables organisateurs pour notre rencontre d'aujourd'hui. De cette question, nous allons débattre avec nos invités, les écrivains Samy Tchak. Bonjour Samy Tchak. Myriam Alaoui, Béchir Gerbouj et Kamel Daoud. La langue française apparaît à penser de l'ennemi l'ancien colonisateur ou au contraire butin de guerre? Choix ou résultat d'une domination? La manipule-t-on ou en étant manipulé? Pourquoi dit-on littérature francophone et non pas littérature française? Ce que cache ou montre cette expression? Quel territoire pour l'écrivain francophone et sa littérature n'est-elle que sous-produit? L'évolution de la pratique de la langue française au Maghreb et en Afrique, voilà les sous-thèmes qui jalonneront notre débat. Samy Tchak, je suis étonnée et ravie que vous ayez accepté de participer à cette rencontre dans l'objet de répondre à une question que vous jugez pour le moins saugrenue et déplacée. Une question de femme blanche qui n'a pas lu tous vos livres, une question purement oratoire. Pourquoi écrire en français? Je m'en réfère à votre livre, La couleur de l'écrivain, bien sûr. Oui, bon, je pense quand même que quand on est écrivain, on part aussi de l'idée que, il n'est pas non plus inutile de se répéter. Parce que, on aura quand même à répondre aux mêmes questions peut-être durant toute sa vie. Et ces questions-là ont déjà été posées à nos aînés. Donc, je ne voyais pas tellement d'inconvénients à revenir sur ce que j'ai considéré comme suffisamment important pour en faire l'objet d'un livre. Dans la mesure où personne dans la salle ici n'a lu mon livre, je ne pourrais pas me contenter de dire, non, cette question-là, je lui ai déjà consacré un livre. Donc, j'aimerais plutôt dire autre chose ici, oui. On essaiera de dire autre chose. Et vous-même, Béchir Gerbouj, cette question vous agace-t-elle? Trouvez-vous cette question pertinente ou réductrice? Ou l'assumez-vous comme d'autres écrivains francophones? Par exemple, Fawzia Essaouiri pose elle-même cette question dans son Molière et Sherazade. Pourquoi j'écris en français? Le micro? Non. Il faut peut-être... Et là? Oui. Là, c'est bon. Un peu mieux. Un peu mieux, oui. Donc, je suis venu, comme beaucoup d'ailleurs, par hasard à la langue française. Je suis professeur de français. J'ai vécu en quelque sorte dans le français et plus particulièrement dans la littérature française. Le micro, Béchir Gerbouj, je pense que la salle ne vous entend pas. Il faut peut-être garder le micro un peu plus proche. Pendant des décennies, j'ai pratiqué le français en tant que professionnel. J'ai été enseignant à l'âge de 20 ans et je l'ai été pratiquement jusqu'à la retraite. J'ai vécu en quelque sorte avec la littérature française et par la littérature française, ça a été mon gagne-pain. Et d'un autre côté, j'ai été amené à lire des livres en français, beaucoup plus de livres en français qu'en arabe. Je suis un parfait arabophone, comme le sont le micro, comme le sont les Tunisiens de ma génération, mais les hasards de la vie professionnelle ont fait que j'ai lu beaucoup plus de livres, peut-être 30 livres en français pour un livre en arabe. Et évidemment, je ne pouvais pas me mettre à écrire en arabe. Je n'ai pas le rythme, je n'ai pas le background culturel, l'histoire des mots, etc., pour avoir la possibilité d'écrire, parce que pour moi, écrire, et je suppose que c'est la même chose pour mes amis qui sont ici présents, écrire, c'est essayer, autant que faire, d'écrire la meilleure phrase, le meilleur paragraphe, le meilleur livre que l'on puisse produire. Oui, mais si l'on ne vise pas à cela, eh bien, autant s'abstenir. Il y a beaucoup trop de livres de par le monde. Oui, mais la pertinence de la question, pourquoi est-ce qu'on pose toujours cette question aux écrivains francophones? Comment jugez-vous cette question? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours obligés, plus ou moins, de répondre à cette question? Pourquoi écrivez-vous en français, non pas dans votre langue maternelle? Cette question, je l'aperçois comme à peu près aussi
agressive ou en tout cas provocatrice que la question qui nous réunit dans ce panel. Le francophone est-il un traître? On va y venir, on va y venir. On va y venir. Donc, c'est une question où, évidemment, se pose tout naturellement la problématique de l'identité. Vous êtes tunisien, vous êtes arabe de façon plus générale, vous avez à votre disposition une langue qui est d'une extrême richesse et qui est parlée par 300 millions de personnes. Pourquoi migrer vers autre chose? Pourquoi écrire dans une langue qui n'est pas naturellement la vôtre? Moi, le français, je l'ai appris à l'école. Et effectivement, il y a à la fois de l'agression et de la légitimité dans cette question. La légitimité, je préfère, et je crois que mon voisin Kamel Daoud a abordé la question ce matin, il a dit « je ne répondrai pas ». C'est ça, c'était ça, hein, je ne répondrai pas à cette question. C'était effectivement la meilleure façon peut-être de répondre, mais il vaut mieux quand même essayer de réfléchir un petit peu autour de ce sujet. J'écris en français parce que si j'écrivais en arabe, j'écrirais moins bien. C'est déjà un premier point. Et puis, j'écris en français parce que mes lectures, mes contacts dans la vie professionnelle que j'ai eue, et par la suite, je suis devenu également interprète professionnel et interprète de langue française. Donc, le français est là et je ne peux pas faire autrement. En même temps, évidemment, c'est une esquive, cette réponse. Cette réponse est une sorte d'esquive. En effet, qu'on vous pardonne. J'aurais pu choisir d'écrire ou de réfléchir ou de créer dans la langue qui est la langue maternelle, d'autant plus que aujourd'hui la question de l'identité, y compris linguistique, religieuse, l'identité linguistique. En Tunisie, en tout cas, ça se répartit sur 3 points. La religion, la Tunisie est un pays musulman. 2, la Tunisie est un pays arabe. 3e, de langue arabe. Et 3e, la Tunisie est un pays, est une république. Donc le système politique. À ces 3 niveaux, on est assigné à une identité. Je suis arabe, je ne puis être autre chose. Et dès lors que j'écris dans une langue qui n'est pas la mienne, j'ai des comptes à rendre. Je le sais. Kamel Daoud. Et en même temps, je peux ne pas l'accepter aussi, comme l'a fait Kamel Daoud ce matin. Oui, et Kamel... Je ne peux ne pas accepter d'être assigné à cette identité, en tout cas d'y être enfermé. Non. Et Kamel Daoud, contrairement à vous, n'a pas appris le français à l'école. Le choix de cette langue, Kamel Daoud, pour vous, parce que pour vous, c'est un choix. Vous dites que c'est le choix de la dissidence contre une langue maternelle qui était celle de l'autorité et de la coercition. Une langue paternelle, en quelque sorte, selon l'expression heureuse de Fawzia Zoueri. Alors, là, je suis obligé de trouver une réponse par rapport à la question du pourquoi j'écris en français. Oui. D'abord, ça dépend de qui pose la question. Si je suis en Algérie, par exemple, la question elle est toujours posée sur un temps précis. Pourquoi vous nous avez quittés? Pourquoi vous nous avez trahis? Pourquoi vous avez trahi les vôtres? Vous écrivez en français, donc vous devez justifier d'une dissidence, d'une trahison, d'un éloignement. Si elle est posée par un occidental, un Français, pourquoi vous écrivez en français? C'est comme si c'était... Un problème de légitimité? Non, non, je ne pense pas. Un problème de narcissisme. Parce que c'est une langue valeur, donc si vous êtes... Racontez-nous votre parcours, votre éveil par cette langue-là. Si vous avez fait ce parcours depuis vos origines jusqu'à cette langue, c'est que cette langue représente quelque chose de plus qu'une langue, c'est-à-dire un système de valeurs, une civilisation. Donc ça dépend de qui pose la question. Et comme je disais ce matin, au début de mon parcours d'écrivain et de journaliste, je cherchais des réponses intelligentes. J'essayais de revenir à l'histoire de l'Algérie, la décolonisation, le trauma colonial, la domination, les explications et les justifications de mes aînés écrivains. Et après, je me suis dit, je suis en train de mentir. Parce qu'au fond, si j'écris en français, la réponse la plus honnête, la plus simple, c'est que j'en ai envie. C'est une langue de désir. Je n'ai pas à justifier de mon choix.
Je n'ai pas à répondre à cette question. À la question pourquoi vous écrivez en français, je préfère celle qu'est-ce que vous écrivez ou qu'est-ce que vous avez envie d'écrire. Donc au début, c'est vrai que j'ai réfléchi sur cette question-là et après je me suis dit, c'est la perte du temps. Ce n'est pas à moi de réfléchir sur mes choix, moi je les assume, je vais de l'avant. Et dans chaque réponse qu'on apporte à la question de pourquoi vous écrivez en français, il me semble, peut-être que j'exagère, qu'il y a une tendance à se justifier. Et me justifier, c'est quelque chose que je ne tolère plus. Je n'ai pas à me justifier. J'écris en français et je pense que c'est une langue du désir, c'est une langue que je n'ai pas subie comme mes aînés durant la colonisation, c'est une langue de l'imaginaire. Mais dire déjà, Kamel Daoud, que c'est une langue de désir, n'est-ce pas une manière de se justifier? Dire c'est une langue de désir par opposition à une autre langue que vous avez définie comme la langue de la coercition, la langue arabe? Non, de l'autorité. Je ne la définis pas. C'est une subjectivité. C'est comme ça que je l'ai vécu. Il y avait 3 langues dans mon univers. Il y avait la langue arabe, celle qu'on m'enseignait à l'école, la langue du président et de l'imam, donc de Dieu et de l'autorité politique. Il y avait la langue française. Je rentrais à la maison, dans un milieu d'illettrés, je lisais des romans où on racontait la sexualité, le corps, et j'avais à l'époque 9-10 ans. Donc c'est une langue du désir. Et puis il y a la langue, l'algérien, qui est une langue maternelle. Je n'aime pas le mot dialecte parce c'est quand même une ségrégation quelque part. Et cette langue-là, elle racontait beaucoup de choses, elle disait les choses, mais maladroitement, insuffisamment, avec beaucoup de secrets, beaucoup de silence, comme le sont nos langues maternelles réellement. Et j'avais ces 3 langues-là, où mon corps se déclinait d'une manière différente. La langue arabe, on me parlait des morts et de l'interdit, de ce qu'il ne fallait pas faire. On m'a parlé de 2 corps, le corps de l'ancêtre et le corps après la mort, au paradis. Et puis, il y avait la langue française, elle me parlait du corps nu, du sexe, de l'érotisme, maintenant. D'accord ? Et puis, il y a la langue maternelle qui ne parle pas de tout cela, c'est-à-dire ni le corps de mort, ni le corps vivant. Un jour, j'avais résumé, j'étais au Danemark et je devais résumer cette problématique face à un public qui est étranger à nos névroses. Et donc, j'ai dit que la langue française, j'y ai appris comment embrasser, la langue arabe, pourquoi il ne fallait pas embrasser, et puis la langue maternelle, on ne savait même pas qu'il fallait s'embrasser. Myriam Alaoui, lors de l'écriture de votre La vérité sort de la bouche du cheval, vous pensiez en arabe, dites-vous, mais les mots sortaient en français. Analyserez-vous cela comme le résultat d'une domination inconsciente? On va faire un peu de psychologie de comptoir. Oui. Je ne me suis pas posé de questions avant de commencer à écrire. Je ne me suis pas dit est-ce que je vais écrire en français, est-ce que je vais écrire en arabe. La question de pourquoi j'écris en français, pour moi, ne s'est absolument pas posée parce que j'ai été à l'école française, c'est la langue que j'ai appris à lire et à écrire en premier. Donc chez nous à la maison, on parlait français, arabe et anglais. Donc je ne me suis pas posé cette question. Et puis à l'école française, en général, le niveau d'arabe est plutôt faible. Donc j'avais pas... c'était la langue que je... Enfin, c'est la langue que je connais, c'est la langue dans laquelle je pense, c'est la langue... c'est celle. Dans votre roman, vous avez pensé en darija, vous avez pensé en arabe. Dans mon roman, ce n'était pas moi qui pensais, c'était la narratrice. Et la narratrice pensait en arabe. C'est une entourloupe, là. Absolument pas, absolument pas. Je pense en français principalement. Je pense aussi... Ça dépend en fait du contexte et des circonstances. Si je suis dans un environnement complètement arabophone, je pense que je vais avoir une dominante darija qui va s'imposer. Si je suis dans un environnement anglophone, je vais avoir une partie de mon cerveau anglophone qui va s'activer. Donc c'est des zones différentes, j'ai l'impression. Alors la narratrice pensait... le roman est écrit à la première personne. Donc c'est elle qui s'exprime, c'est une prostituée, elle n'a pas vraiment eu accès à l'école, à l'éducation, elle s'est arrêtée très jeune, donc sa langue c'est l'arabe. Son référent, tout le référent culturel qui est lié à la langue est un référent marocain, et donc je ne pouvais pas écrire quelque chose de crédible, je ne pouvais pas écrire d'histoire si je ne pensais pas en arabe. Ça n'aurait pas été possible. La distanciation de l'auteur n'est pas possible? Je ne sais pas, je pense que c'est une question qui est très personnelle. En tout cas, pour moi, j'ai besoin d'être complètement absente.
Et c'est pour moi l'exercice le plus difficile quand j'entre en écriture, quand je commence une séance. Ça me prend beaucoup de temps de me mettre à écrire parce que j'ai besoin de m'extraire totalement de moi-même et d'entrer dans un autre personnage. Et là, par exemple, pour ce premier roman que j'ai écrit, c'était assez simple parce qu'il me fallait trouver la voix de la narratrice, sa personnalité, son histoire. Et une fois que je les avais, il me suffisait d'entrer dans la tête de Jmira et voilà, de commencer à écrire et à penser comme elle. Là, je suis en train d'écrire un deuxième roman qui se passe aux États-Unis, qui se passe en anglais, dans lequel il y a beaucoup de personnages. C'est beaucoup plus étoffé. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai éprouvé une grande difficulté parce que je n'arrivais pas à me positionner. Je n'avais pas envie que ce soit moi, Myriam, qui écrive. Et en même temps, je ne pouvais pas être dans la tête de chacune des personnes puisqu'il y avait un narrateur. Donc j'ai créé un narrateur fictif. Et ce narrateur-là est entre... Et est-ce que c'est écrit de la même manière ? C'est-à-dire ? Dans la littéralité, la traduction des termes de la Dalija Non, absolument pas, parce que celui-là, il n'y a pas de Marocain. C'est à New York, c'est dans un environnement américano-américain avec un peu de Mexique aussi, donc il n'y a pas du tout de... En revanche, il y a de l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a certains passages où le narrateur entre dans la tête d'un personnage et où il narre ce qui se passe dans sa tête et ses pensées. Et là, effectivement, je pense en anglais. Samy Tchak, pourquoi la question de l'adhésion à la francophonie se pose-t-elle, selon vous, en des termes aussi violents aujourd'hui ? Nous parlons de traîtrise, rien de moins. Je pense quand même que si cette question persiste, malgré toutes les réponses que des auteurs qui nous ont donné naissance, puisque nous les avons lus quand même pour devenir aussi écrivains, si elle persiste, c'est parce qu'elle est elle-même au cœur d'une grande ambiguïté. Ce qu'elle cache, en fait, c'est pourquoi nous continuons à nous situer dans la verticalité établie par ceux qui nous ont colonisés. C'est-à-dire, le français n'est pas juste perçu par ceux qui nous posent cette question comme une langue. Derrière, il y a toujours la langue de la nation qui nous a dominés. Et nous avons cette langue comme notre langue. Pourquoi il n'y a pas une dissidence, une rupture avec cette langue? Quand cette question se pose de cette manière-là, et qu'on dit francophone, on oublie que nous n'avons pas les mêmes situations en tant que francophones. Parmi nous quatre ici, il y a par exemple mon cas où le français ne se pose pas comme un choix. Je n'ai pas baigné dans un contexte où il y a une autre langue écrite que le français. Je n'ai pas baigné dans un contexte où, en rentrant chez moi, j'entends le français. Personne ne parlait le français chez moi. Comme je l'ai écrit dans « Ainsi parlait mon père », je suis le premier de ma famille à parler le français. Mon père, ma mère, personne ne parlait le français. Je suis né à l'écriture avec le français. Dans ce cas-là, ce n'est pas un choix. Mais au fil du temps, parce qu'on me pose cette question partout, ce n'est pas seulement ici au Mexique, aux États-Unis, cette question, on me la pose. J'ai quand même compris que derrière, il y a une autre question que moi, en tant qu'écrivain, je me pose. Je ne me sens nullement coupable. D'ailleurs, ça ne me viendrait jamais à l'idée de me considérer comme traître de quelque chose ou de quelqu'un parce que j'écris en français. La question que je me pose, elle est beaucoup plus littéraire. J'ai baigné pour mon enfance dans un contexte où ce n'est pas le français qui structure la réalité. Ma réalité individuelle et collective a été plutôt formée à partir d'une autre langue, ma langue maternelle ou paternelle, qui n'est pas une langue écrite dans laquelle je n'écris pas. Je viens d'un pays très petit pays, où on a plus de 50 langues, certains diront dialectes. Ces atmosphères-là, quand je dois les rendre en français, est-ce que je suis capable d'être fidèle à ce qu'elles représentent, non dans ma tête, mais dans mes tripes?
Dans La couleur de l'écrivain, c'est ce que j'ai dit, qu'à un moment, je me sens peut-être beaucoup plus à l'aise dans le français de tête que celui du ventre, puisque je n'ai pas baigné dans l'atmosphère du français. À partir de là, je me suis posé des questions qui vont au-delà de pourquoi vous écrivez en français et tout. Je me suis posé la question, est-ce qu'on aurait quand même vraiment eu Mahmoud Darwish avec ce qu'il représente, c'est-à-dire un grand poète qui, parfois, quand il lit des textes comme Carte d'identité en arabe, suscite des émotions et des larmes, est-ce qu'on aurait eu le même poète s'il avait écrit en français ou en anglais? Est-ce que Edward Saïd provoquerait les mêmes émotions en Palestine? Et je me suis posé les questions, puisque vous avez fait allusion... Mais Edward Saïd n'a pas écrit en arabe aussi. Il n'a pas écrit dans sa langue. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce qu'il susciterait les mêmes émotions que Mahmoud Darwish? C'est la question que je pose. Je prends deux Palestiniens connus. Est-ce qu'il suscite les mêmes émotions que Mahmoud Darwish? Parce qu'il n'a pas écrit, lui, en arabe, et il a fait plutôt sa carrière, on va dire, hors de son pays. Oui, mais Samy Tchek, à la question du territoire de l'écrivain, on va venir tout à l'heure. Mais j'aimerais aussi avoir une réponse par rapport à cette violence que suscite l'adhésion à la francophonie. Aujourd'hui, on parle de traîtrise. Oui, pourquoi est-ce que le sujet est posé aujourd'hui avec cette virulence et avec cette violence? Non, je pense quand même que je ne perçois pas de violence ou... La violence, pour moi, c'est plutôt... Le terme de traîtrise, c'est un terme violent quand même. Oui, oh, il est violent, gentiment violent, oui. Gentil. Oui, gentiment violent. Moi, c'est plutôt la violence qui se pose à moi. Elle est quand même dans mon statut d'écrivain par rapport à un peuple. Parce que mine de rien, nous détachons les questions de ce qui est l'essentiel. Et vous avez fait allusion à un livre qui me permet aussi de revenir sur ces questions-là. Je ne vais pas parler seulement de Darwish, j'ai parlé de Dostoïevski, de Tolstoï, de Mishima, en me posant la question si on aurait quand même eu le même rapport à Mishima ou à Dostoïevski si ces gens avaient écrit dans d'autres langues qu'en russe. Ou bien, Solzhenitsyn qui dit qu'il ne veut pas perfectionner son anglais, tout simplement parce qu'il ne veut pas ruiner sa langue russe, parce que la Russie, c'est lui. C'est-à-dire, à un moment, la question que moi, je me suis posée, au-delà de celle qu'on me pose, puisque je m'en pose quand même à moi aussi de plus violente, c'est à quel moment ce que j'écris en français pourrait faire corps à quelqu'un ou à un peuple chez moi. Et à ce moment-là, j'ai posé la question de la littérature et de la nation, qui ont comme médiateur une langue. Et je me rends quand même compte, au fil du temps, et parce qu'on pose cette question qui vous paraît violente, que, en fait, la vraie violence, c'est de me rendre compte à l'évidence. C'est quand même une langue qui me lie à une communauté au-delà de mon pays, mais qui me coupe aussi d'une certaine réalité. Dans la mesure où, quand je suis dans mon village, il y a peu de personnes qui parlent le français, donc qui me liront, je sais quand même qu'à un moment, je ne me sens pas en train de faire corps avec eux. Ce n'est pas aussi banal que ça. À un moment, ça a expliqué le désir d'exil que j'ai éprouvé et qui m'a amené plutôt vers l'Amérique latine, où se sont passés plusieurs de mes livres avant qu'à un moment, je ne revienne vers le continent africain en faisant un effort pour éviter mon propre pays. Quand mes romans se passent en Guinée, au Cameroun, au Mali, je me sens là-bas aussi étranger. Et dans ce regard de l'étranger, la question de l'adéquation profonde entre les réalités de ma société et la langue que j'utilise pour écrire se pose un peu moins. Quand je reviens maintenant à mon village, avec Ainsi parlait mon père ou les fables du moineau, là, à un moment, je me bats entre mon français de la tête et celui que je pourrais faire descendre dans mon ventre pour exprimer des réalités qui ont été formées dans une autre langue, mais que j'ai la prétention de considérer comme pouvant être quelque peu universelles. La violence vient plutôt de ce que moi j'ai vu en tant qu'écrivain avec une langue et ma réalité plurielle, pas dans les questions que les gens me posent assez souvent avec
une certaine bienveillance. Kamel Daoud et Béchir Guerbouj, pour en revenir à ce ressentiment envers la langue française que nous pouvons observer en Tunisie et en Algérie, comment expliquez-vous que ce ressentiment soit plus exacerbé chez la génération qui n'a pas vécu le colonialisme, la colonisation, plutôt que chez la génération précédente qui l'a vécu et qui en a fait en quelque sorte son butin de guerre, comme votre maître d'école, Béchir Guerbouj, que vous décrivez dans votre émirat? Oui. Ce que je vais dire, c'est que je n'ai pas le même âge. Micro. Je n'ai pas le même âge que Kamel Daoud. J'ai vécu la décolonisation, le moment où l'on passait de la situation de coloniser à la situation de décoloniser. Je devais avoir 6 ou 7 ans à ce moment-là. Et je crois me souvenir parfaitement de la période où nous étions colonisés. Et lorsque vous me posez la question, vous me ramenez à quelque chose d'important qui a été dit par Sami Tchak, c'est que lui n'avait pas le choix. Alors que nous, même avant la décolonisation, nous avions le choix de la langue arabe. La langue arabe n'a jamais disparu, ni de l'école, ni de la vie de tous les jours en Tunisie. La colonisation a probablement effacé une partie du patrimoine linguistique arabe en Algérie, ou patrimoine linguistique kabyle en Algérie, mais pas en Tunisie. Ce n'était pas une colonisation au sens fort du terme, c'était une occupation, ils appelaient cela protectorat. Et donc l'arabe a existé et a existé avec une réelle présence à l'école et de grands écrivains tunisiens de langue arabe. Le XXe siècle est un siècle relativement riche pour la Tunisie. Dès les années 1910, la Tunisie a commencé à exister sur le plan littéraire et quelque part a essayé de trouver sa place auprès des écrivains du Proche-Orient. Une place qui n'était pas facile à gagner, mais enfin, la Tunisie existe avec Aboul Qasim Chabi, avec Masadi, etc. Et donc, ce ressentiment nouveau, Béchir Guerbouj. Il y a une... Excusez-moi, je suis... Oui, allez-y, vous en prie. Il y a un problème qui se pose parce que Sami dit qu'en allant à l'école et en commençant à écrire, eh bien, il n'a rencontré que le français. Moi, je n'ai pas immédiatement rencontré le français. Donc, le français est venu à moi. Il s'est imposé parce que la vie professionnelle a fait que j'ai travaillé autour de la langue française et peut-être d'une certaine façon au service de la langue française, puisque je l'enseignais dans les lycées et puis à l'université. Mais je pouvais à tout moment revenir à l'arabe et tenter de tracer un chemin. Oui, mais Béchir Guerbouj, les jeunes auxquels vous enseignez la langue française, ont-ils le même rapport à cette langue que vous? Parce que le ressentiment que l'on observe aujourd'hui par rapport à cette langue... Alors, il y a effectivement un problème. Comment l'expliquez-vous, justement? C'est ça la question. Il y a un problème. Lorsque vous enseignez le français à l'université, la première chose que vous découvrez, surtout à partir des années 80-90, c'est que les étudiants arrivent, pour la plupart, contraints et forcés à votre cours. Ce sont des étudiants qui n'ont pas choisi le français. Lorsqu'on vous donne la fiche avant le bac pour la fiche d'orientation, eh bien, la plupart des étudiants ne choisissent pas le français. Il y a beaucoup plus d'étudiants qui choisissent l'anglais. Il y a une sorte de façon objective ou pas, je n'en sais rien, mais il y a en Tunisie un rejet du français. Comment l'expliquez-vous? C'est la question, justement, c'est une génération qui n'a pas vécu la colonisation. Comment expliquez-vous son attitude par rapport à cette langue, qu'elle assimile à une langue de domination, peut-être? Parfois, je me dis, il faut qu'on fasse une enquête, il faut qu'on essaye de comprendre. Je n'ai pas de réponse, mais je sais que, d'abord, dans les lycées
on a l'impression que les enseignants qui enseignaient le français dans les lycées n'ont pas réussi à motiver leurs élèves, de manière à ce qu'ensuite le français continue à les motiver à l'université et ailleurs. Il y a peut-être cela, que les professeurs d'anglais ont fait un travail bien meilleur, c'est probable, je n'en sais rien. Peut-être la langue anglaise, on le dit d'ailleurs souvent, n'est-ce pas, l'anglais suscite plus l'envie. Kamel Daoud, auriez-vous une réponse? Non, j'ai mes propres réponses, effectivement, mais oui. bon, elles sont... Bon, d'abord, je voulais revenir sur 2 ou 3 points. C'est que, généralement, la question de la traîtrise par rapport à l'usage de la langue française, quand elle est posée à un écrivain ou quelqu'un qui pratique cette langue dans son propre pays, souvent, elle est posée par qui? Comme je le disais tout à l'heure, cette question permet non pas d'avoir une réponse claire, mais elle permet de définir ce que j'appelle moi une orthodoxie identitaire. Le seul moyen de définir une identité, c'est de définir qu'est-ce que la traîtrise. Et donc, c'est des gens qui vous posent la question qui n'attendent pas la réponse, parce que la question en elle-même, c'est un procès. Si on en est à poser la question de la traîtrise par rapport à la langue française, ça veut dire que de l'autre côté, on définit une identité, une authenticité, une appartenance. Donc la réponse en soi n'est pas importante pour beaucoup de gens qui posent cette question-là. La culpabilisation, elle est là. En Algérie, elle a eu quand même une illustration extraordinaire qu'un écrivain majeur des dernières années de colonisation et des premières années d'indépendance, est Malek Haddad. Malek Haddad est arrivé au point où il a dit « Je vais arrêter d'écrire parce que j'écris dans une langue qui n'est pas comprise par une bonne majorité ». Un suicide que je trouve fascinant, stérile, parce que c'est une fausse réponse à la question. Je n'arrête pas d'écrire parce qu'une majorité ne me comprend pas. Parce que je n'écris pas dans une langue maternelle. Et qu'est-ce que la langue maternelle? En Algérie, la langue maternelle, c'est l'algérien. Ce n'est pas l'arabe. L'arabe est tout aussi une langue étrangère que le français, pour moi. Donc, c'est une réponse qui est quand même fascinante. Maintenant, pour l'usage, pour le rejet, j'ai l'impression qu'il faut faire la différence entre les langues et le fantasme autour des langues, la représentation des langues. C'est-à-dire ce que représentent ces langues dans la cartographie des identités, des appartenances, des légitimités, et qu'est-ce que c'est cette langue proprement. En Algérie, vous pouvez avoir le rejet du français, mais dès que l'Institut français ou Campus France ouvre les inscriptions, c'est la bousculade, parce que c'est la langue de l'ascension, la langue de la réussite. Autre chose, c'est que par rapport à cette représentation de la langue, il est vrai que, moi j'observe ce phénomène en Algérie, nous avons des vétérans de guerre qui n'ont jamais vécu cette guerre. C'est-à-dire un jeune de 17 ans qui porte envers la France une haine que mon père, qui a subi la misère, les poux et les maladies, n'a pas incarné à mes yeux, n'a pas exprimé, n'a jamais dit. J'avais l'impression qu'au-delà de la douleur, il avait un rapport apaisé. Ils avaient du passé. Mais je pense que ce sont aussi des épopées de remplacement. Quel est le sens d'être algérien maintenant, si ce n'est haïr la France? Je me rappelle, il y a quelques temps, je pense l'année passée, en Algérie, nous avons des débats politiques sans fin, comme en Tunisie, entre islamistes, laïcs, démocrates, progressistes, ex-communistes, etc. Et ces gens-là ne s'entendent jamais, sauf pour condamner ce que peut dire Macron. La France nous unit, c'est l'Algérie qui nous divise. C'est quelque chose de... Et donc pour ces jeunes-là, haïr la France, c'est quand même une épopée, une guerre imaginaire, ça donne du sens, parce que le sens, il est dans le passé. Ils sont nés dans un monde où la meilleure partie de la vie, c'était avant leur naissance. Où, pour être un héros, il fallait le faire à l'époque. Donc, cette culpabilisation des jeunes générations, je pense qu'ils y répondent par un hypernationalisme, par un fantasme sur les identités. Et j'ai l'impression, bon, ça va être peut-être rejeté, mais moi je le vois avec les Algériens, pas tous, mais souvent, qui sont en exil, qui, pour ne pas être français, se sentent obligés d'être de super Algériens, c'est-à-dire plus Algériens que les Algériens qui habitent en Algérie. Et je pense que ça déteint aussi sur la représentation que l'on se fait de la langue. C'est-à-dire, vous avez le jeune de 17 ans qui dit « je n'aime pas cette langue, c'est la France, la colonisation, etc. » Mais à la première occasion, s'il est instruit et riche, il s'inscrit à Campus France, et s'il ne l'est pas, il prend une chaloupe vers la France. Donc la réalité, elle est là. C'est-à-dire, on discute de représentation sur les langues, et pas d'usage des langues. C'est pour ça, je reviens au début, c'est que moi, je refuse de répondre à cette question, parce que quelque part, on me somme et on m'assigne un rôle
que je ne veux pas. J'écris dans cette langue parce que ça me plaît, et puis c'est tout. Je n'ai pas à justifier, à chercher des raisons, et je n'ai pas à m'expliquer sur mes choix. J'aime cette femme, et c'est tout. Myriam Alaoui, Kamel Daoud a parlé de la langue de l'ascension. Et justement, ce ressentiment dont on parle depuis tout à l'heure, n'est-il pas le résultat d'un clivage entre les classes sociales qui s'en va grandissant? Dernièrement, j'ai interviewé un de vos compatriotes, l'écrivain Abdallah Taya, et il m'a parlé en ces termes de la langue française. Il a déclaré voir la langue française comme une arme que les nantis marocains utilisaient pour écraser la classe sociale d'où il vient, la classe défavorisée. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ce que m'a inspiré votre réflexion et votre question. Je pense que la France n'a plus rien à voir dans l'histoire. C'est vraiment... C'est fantasmatique, c'est un rôle fantasmatique. Oui, elle était peut-être impliquée au départ et le français a peut-être été vu comme une langue qu'il fallait combattre, etc. Aujourd'hui, c'est pas, je ne pense pas que les jeunes ne sont pas intéressés par le français, qui s'orientent vers l'anglais parce qu'ils aiment ça ou parce qu'ils pensent que le français doit avoir telle ou telle place. C'est que le français, je pense qu'il a été une langue de domination du marocain par le marocain. Et donc les élites marocaines parlent français, elles s'expriment en français. C'était un outil pour écraser les autres personnes, et c'était un outil pour montrer leur supériorité par rapport à ces autres personnes-là qui étaient non francophones. Et donc aujourd'hui, la France n'a rien à voir dans cette question. C'est les jeunes refusent de parler français, ou en tout cas vont vers l'anglais de manière plus naturelle, parce que c'est un moyen de s'affirmer et de dire eh ben non, votre domination c'est terminé, je l'accepte pas. Et c'est pas la domination de la France, c'est la domination des élites marocaines. Mais si l'écrivain ne parle pas, n'est pas le produit d'une langue et d'un peuple, Samy Tchak. Samy Tchak nous dit qu'il n'est pas un véritable écrivain. Et là, je cite votre Al Capone, le malien, un écrivain écrit d'abord pour les siens. Donc, un écrivain francophone ne serait pas un véritable écrivain, selon vous? Oui, là, ce sont les paroles d'un personnage. Oui, d'un personnage. Je ne suis pas censé, les partager. Donc voilà, je voudrais que vous, justement, avoir une réponse par rapport à ça. Namanou Kouyaté qui le dit. Oui, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, ce que tu dis. Bon, il n'y a plus la France derrière le problème de langue. Et c'est un outil de domination des élites sur les couches peut-être les moins bien situées. Mais ça renvoie quand même à quelque chose qui implique toujours l'histoire. Peut-être pas la France en tant que nation, mais on oublie quand même que la colonisation, c'est l'établissement d'une verticalité où celui qui a colonisé se situe en haut selon sa définition même des hiérarchies. Il domine pour ça. Il apporte ses valeurs qui sont véhiculées par sa langue. Mais les élites qui ont le français comme langue officielle et qui dominent sont dans la même logique que ce que la colonisation a établi. Ils ont pris juste le relais du colonisateur quand il est parti. Frantz Fanon le dit quand même dans Les damnés de la terre. Hein. Donc la France est toujours dans la logique. Ils sont dans la logique que les Français ont établie. C'est normal qu'à un moment, le colonisateur parti, en laissant ses logiques, nos sociétés fonctionnent quand même selon ces logiques. Ceux qui sont beaucoup plus proches de lui par la langue et l'assimilation de ses valeurs deviennent les nouveaux dominants. Le problème de l'anglais aujourd'hui renvoie toujours à la France. Ce n'est pas le rejet de la langue nécessairement par l'idée de c'est cette langue qui nous a dominés. C'est un rejet opportuniste. C'est que le français, aujourd'hui, n'est plus la langue de référence dans le monde. Ce n'est plus la langue qui domine. On n'est plus à l'époque où, quand on était par exemple russe, il fallait truffer ses œuvres de mots français pour faire. C'est plutôt que le français lui-même, dans la hiérarchie des langues, a décliné au profit de l'anglais. Les jeunes sont opportunistes ici comme au Togo. Il y a cette question-là.
Ensuite, quand je parle, mon personnage dit un écrivain écrit d'abord pour les siens. Oui. C'est vrai que cette idée-là renvoie à l'idée d'être authentique. Quand oui. on écrit dans sa langue maternelle, on est authentique. En ce moment-là, les siens, même s'ils ne nous lisent pas, nous sommes authentiques. Là, c'est plutôt une position plus ou moins idéologique que je ne prends pas entièrement à mon compte, mais que je comprends. Je la comprends même jusque dans la réaction et la démarche de certains écrivains que j'admire ou apprécie, comme Ngugi wa Thiong'o ou Boubacar Boris Diop. Je peux comprendre qu'à un moment, dans une sorte de réaction, de révolte, on pense qu'en écrivant dans sa langue maternelle, on est beaucoup plus proche des siens. Or, quand on est d'un pays où il y a plusieurs dizaines de langues, les siens, c'est qui? C'est-à-dire la partie de notre pays qui parle notre langue. Et les autres qui ne la parlent pas ne seraient pas les nôtres. Donc, on est toujours dans un débat qui, quoi qu'on dise, de notre part comme de la part de ceux qui nous posent des questions, qui est quand même plus ou moins idéologique. Nos discours peuvent être aussi idéologiques comme ceux de ceux qui nous posent des questions. Et vous, Kamel Daoud, quel est votre... Pardon, Maya, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que tu as dit en ce qui concerne l'histoire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il y a une... les jeunes vont vers l'anglais par opposition à la classe dominante, qui elle-même était une résultante de l'histoire et donc de la colonisation. Mais si on est, je suis d'accord, mais si on est dans cette logique-là, l'histoire n'a pas commencé à la colonisation, l'histoire a commencé avant. Et donc la verticalité existait aussi avant. Donc bon, il se trouve que le colonisateur a perpétué ça parce que c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui s'est fait un peu partout dans le monde. Mais dans ce sens-là, l'anglais aussi est une langue de domination. Donc c'est la même chose. Oui, donc c'est le paradoxe du demi-habile. On sort d'une impasse pour être dans une autre impasse. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça ne s'arrête pas à... L'histoire n'a pas commencé avec la France. Elle était là aussi avant. Et donc la France a peut-être apporté imposer une certaine forme de verticalité qui existait aussi avant elle. Oui. Et Kamel Daoud, vous-même, quel serait votre territoire, vous qui dites que le français n'est pas la France? Êtes-vous d'accord sur les propos de Sami Tchak? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je pense que le français se porte mieux que la France. Donc, je voulais juste rappeler peut-être quelque chose que nous n'avons pas évoqué jusqu'à maintenant. C'est aussi l'argument religieux. Actuellement, je peux vous raconter une anecdote que je trouve délicieuse. C'est une amie qui enseigne à des enfants la langue française dans l'école primaire, 4e ou 5e année primaire. Et c'est elle qui m'a raconté cette anecdote que je trouve incroyable. À un moment, c'était le mois du Ramadan, ses élèves lui ont posé la question. Ils lui ont dit, c'est le Ramadan, est-ce qu'on peut parler français? C'est-à-dire, mais je trouve le raccourci, la métaphore extraordinaire. Ça veut dire que l'usage du français est une infraction non pas seulement par rapport à une histoire, mais par rapport à une confession. Et la preuve, c'est qu'en Algérie, par exemple, ceux qui plaident pour une criminalisation de l'usage de la langue française, c'est-à-dire pour que ça soit soumis au code pénal, ce sont les islamistes. C'est-à-dire que le débat, si débat, on peut l'appeler ainsi, n'est pas investi uniquement par l'histoire, il est investi aussi dorénavant et depuis peu par le religieux, qui est beaucoup plus... disons, plus efficace comme argumentaire vis-à-vis des jeunes générations. Tu parles français, ça veut dire que tu as trahi. Mais tu as trahi non seulement une histoire, parce qu'à la limite, c'est une histoire qui est loin, qui est fantasmée, tu as trahi une confession, c'est encore plus grave. Donc l'usage du français... Une confession qui est devenue nationalité, en quelque sorte? Oui, c'est-à-dire que les islamistes, ils ont réussi... Sans la dimension foi. Oui, mais justement, c'est toute la prouesse des islamistes qu'ils ont réussi le hold-up sur l'identité. En Algérie, par exemple, depuis quelques années, on observe une sorte de révisionnisme de l'épopée décoloniale avec une relecture islamisée. C'est-à-dire c'est une guerre sacrée. C'est une guerre des musulmans contre des Français. C'est une guerre de croisade, d'une manière ou d'une autre. Le jour où Macron, par exemple, a parlé de Maurice Audin en Algérie en disant qu'il a demandé, il s'est excusé, il a demandé pardon à propos de l'assassinat de Maurice Audin, je me rappelle très bien de la réaction du chef du parti des frères musulmans en Algérie. Il a dit c'est une affaire entre Français.
Audin, qui est mort pour l'Algérie, qui a été tué. C'est un héros, on a la place Audin à Alger. Eh ben, aux yeux de ce révisionnisme, non, c'est un Français. Il ne fait pas partie de la geste de décolonisation islamisée. Donc il y a ce révisionnisme, il y a cette accaparation du récit de décolonisation qui a été le fonds de commerce des régimes nationalistes jusqu'aux années 90-2000. Les islamistes se l'accaparent, ils se sont accaparés le débat sur la langue. Maintenant, la langue se pose entre musulmans et français. Ce n'est pas entre arabes et français, ce n'est pas entre écrivains de langue arabe et écrivains de langue française, non. Quand je suis attaqué personnellement, je suis attaqué par des conservateurs religieux, mais avec toujours cette arrière-pensée que tu as trahi une religion, tu es un apostat. L'usage de la langue française, c'est un usage apostatique, si c'est correct à dire. Oui. Et donc, il y a ce facteur religieux parce que nous sommes habitués à lire en fonction du paradigme colonisation-décolonisation, il y a le facteur religieux. Les islamistes sont accaparés la langue, l'usage de la langue, les tribunaux en traîtrise et ils révisent l'histoire du passé. Donc, je pense aussi que la question de la francophonie, on doit aussi commencer à l'analyser par rapport aux facteurs religieux et pas uniquement par rapport aux facteurs historiques. Mais cette question de territoire, Kamel Daoud qu'a évoqué Sami Tchak, qu'on a évoqué avec Sami Tchak, le territoire de l'écrivain. Pour qui écrit un écrivain francophone qui n'écrit pas dans la langue de son pays, la langue maternelle? Pour être sincère, on est à mi-chemin entre deux choses. On écrit pour soi. C'est un acte égoïste, c'est un acte, c'est un acte intime, c'est quelque chose à soi. Hemingway disait cette belle phrase, on écrit toujours sur le regard de quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est mort, qui est encore vivant, mais il y a toujours le regard de l'autre. Mais en même temps, écrire, c'est se dérober et résister au regard de l'autre. Donc, est-ce qu'on écrit pour plaire? C'est une vieille question. On écrit pour qui? À un certain moment, moi, je me suis dit, je vais écrire. Et je pense que la réponse viendra par l'écrit, plutôt que par l'intention ou par en ciblant pour qui j'écris. Et puis, c'est une assignation, quelque part culpabilisante. D'abord, vous écrivez pour qui? Bon, pour les Français, mais en même temps, les vôtres ne vous lisent pas. C'est toujours les mêmes questions qui tournent autour. Oui. Je n'ai pas envie d'être culpabilisé. J'écris pour les gens qui lisent, et les gens qui achètent des livres, et les gens qui ont envie de lire, et les gens qui ont envie d'acheter des livres. Et je pense aussi qu'au-delà du marché, du livre lui-même, pour avoir fait cette expérience en Algérie, l'écrivain lui-même, son statut, représente quelque chose au-delà de ses livres. Donc, le fait d'écrire en français ne vous coupe pas de votre lectorat immédiat. Au contraire, vous avez un statut qui déjà est une représentation. Et déjà, c'est un message en soi. Et puis, on peut raconter beaucoup de choses par rapport à cette question-là. J'écris pour qui? J'écris pour les Algériens. D'accord, mais le marché du livre en Algérie. Le jour où j'ai publié Meursault, il a été traduit dans 36 langues, par exemple, et parmi les 36 langues ou 35 langues, il y a la langue arabe. C'était l'édition, la traduction la moins vendue. Parce que, et pourtant, les islamistes ont fait quand même tout un brouhaha autour du livre. Mais on sait très bien quel est le fondement de l'islamisme. C'est des gens qui ne lisent pas, mais qui condamnent les livres. Donc la traduction en arabe, ça n'a pas été lu. Mais il fallait la présenter comme une sorte de patte blanche, de caution, pour dire que ça a été aussi traduit je parle du marché algérien, pas du marché tunisien, pour des histoires différentes. Le rapport à la langue arabe, il est différent. L'histoire de la langue arabe en Algérie, elle est différente. Donc, là aussi, c'est peut-être une dérobade de ma part, mais je ne m'encombre pas de ça. J'écris, et puis si le livre est bon, il va être vendu et traduit. Donc la question de l'enfermement dans la langue française, c'est une fausse question. Béchir Guerbouj, nous parlons de traduction. Justement, cette traduction à laquelle vous vous consacrez beaucoup à la traduction, nous rappelons que Béchir Guerbouj est un éminent traducteur. Il a traduit Hadatha Abu Hurayra Qal. Est-ce un essai de conciliation, d'extension du territoire, de négation du territoire? J'ai traduit Masadi parce que j'ai estimé que cet écrivain qui est important en Tunisie méritait d'être lu ailleurs, et d'abord dans le monde francophone que je connais un peu mieux que le reste. Deuxièmement, et c'est très important, et ça me ramène à ce que vient de dire Kamel Daoud, parce que l'écriture, qu'il s'agisse d'écriture immédiate ou de traduction,
l'écriture est toujours une aventure personnelle. C'est une aventure, et là je suis absolument d'accord, pour parler d'un rapport à l'écriture qui est un rapport à l'intime. J'écris parce que je veux avoir des moments où je suis avec moi-même, où je veux peut-être tester ma mémoire, tester mon rapport à la langue, et peut-être aussi tester mon rapport à la pensée et à l'imaginaire. J'ai commencé à écrire il y a longtemps, et ça n'a pas marché parce que j'écrivais des livres que je construisais d'avance, avec une architecture prédéfinie. Et je me suis arrêté, je me suis rendu compte par moi-même, parce qu'il y a eu 2 ou 3 refus d'éditeurs d'abord, et puis ensuite parce que je me suis rendu compte par moi-même que ça ne marchait pas. Alors, j'ai arrêté et je suis revenu beaucoup plus tard. Je suis, si vous me le permettez, un écrivain tardif. Mon premier roman a été publié à l'âge de 68 ans. Donc, je fais un petit peu tâche ici. J'ai commencé à me dire que là, ça peut à penser, ça peut donner quelque chose, le jour où j'ai écrit avant d'avoir un plan préétabli. J'ai écrit, je ne savais pas où j'allais, j'avais un besoin, et j'étais un peu comme le compositeur de jazz, qui a quelques lignes mélodiques au départ, mais il ne sait pas où il va et il commence à laisser la musique le conduire. Et moi, je laisse d'une certaine façon la langue, et la langue invente ses fictions. La langue me permet d'avancer vers quelque chose qui, petit à petit, très curieusement, se construit. J'ai écrit beaucoup de livres, mais j'en ai publié 3, et j'estime que ces 3 livres, avec leurs faiblesses et la petite part de réussite qui pourrait exister, eh bien, ces livres sont relativement construits. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui tient la route du point de vue de l'architecture. Maintenant, vous pouvez avoir évidemment une maison qui est très fortement pensée sur le plan architectural, mais qui n'est pas une belle maison. Je ne dis rien donc de l'esthétique, mais je dis que j'écris parce que l'écriture me permet de découvrir des ressources qui étaient là quelque part en moi et qui étaient insoupçonnées, qui n'apparaissaient pas au grand jour, et puis à partir du moment où la phrase est là, le paragraphe se construit, où la page se tourne, eh bien, je commence à comprendre ce qui était en moi, quelque part, profondément enfoui. Pour en revenir à la question de la place de l'écrivain francophone, je vais vous citer une phrase assez dure de Samy Tchak, et j'aimerais avoir vos réactions. Alors, la littérature francophone est un sous-produit au cœur de la production littéraire française. Si on rêve à une place en France, on se trompe. La France n'a pas besoin de ce que nous écrivons. Il y a juste un marché capable d'absorber une part mineure de ce que nous écrivons. Alors, Kamel Daoud. Trop d'amertume. Enfin, c'est très dur comme... J'ai prévenu qu'elle était dure, la phrase. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut faire ce constat-là à partir d'une blessure peut-être, à partir d'une réalité plus ou moins, mais je ne suis pas d'accord. J'aime garder à l'écriture une sorte de prestige, même si c'est naïf, mais qui me permet d'écrire. C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais pas, je ne réfléchis pas à ça. Pour moi, écrire, c'est comme embrasser. Si on commence à réfléchir en embrassant, c'est une histoire finie. Donc il faut vraiment être dans cet élan-là. Maintenant, analyser le fait du marché français, etc., etc., peut-être que c'est vrai, mais je n'ai pas envie de le savoir. Déjà, le terme littérature francophone. Non, moi, je n'aime pas ce terme-là. Je suis un mais écrivain de langue. Mais il est utilisé, c'est ce terme qui est utilisé pour qualifier votre littérature. Les gens sont libres de penser et de dire ce qu'ils veulent. Moi, je suis un écrivain de langue française.
C'est comme ça que je me considère, c'est comme ça que je me vois, et je crois que c'est mon avis qui est le plus important. Donc, ce que peuvent les étiquettes des autres, ça ne m'importe pas. C'est vrai que je peux participer à les démanteler, je peux les refuser, mais ça ne me concerne pas. Encore une fois, je reviens à ça. Peut-être que cette phrase, elle exprime une réalité, mais c'est une réalité que je refuse. Je ne veux pas le savoir, parce que ça détruirait cette naïveté essentielle qui m'est... Ça va détruire mon rêve, et moi j'ai besoin de mon rêve pour écrire. Je n'ai pas besoin d'être de la lucidité. Je ne pense pas qu'on écrive beaucoup de belles choses à partir de la lucidité ou d'une certaine lucidité. Donc, oui et non. Je n'ai pas envie de le savoir. Myriam Alaoui, un sous-produit? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. J'ai une petite anecdote qui était arrivée en 2018 quand mon livre est sorti. J'avais une amie auteure qui était avec moi, et donc voilà, on faisait nos petites tournées ensemble, et un jour elle est entrée dans une librairie, elle a trouvé mon roman dans la section littérature étrangère, et donc elle l'a récupéré, elle leur a dit c'est pas de la littérature étrangère, c'est un livre qui vient de sortir à cette rentrée, c'est un livre en français qui a été écrit en français, donc c'est pas de la littérature étrangère, ça n'a pas été écrit dans une autre langue et traduit. Donc, est-ce qu'on est un sous-produit? Non, enfin, peut-être. En fait, quand vous aviez posé la question, entre le moment où vous avez posé la question et tout de suite, j'ai un peu perdu le fil, j'avoue. Mais au moment où vous avez lu la citation de Samy, j'ai été inspirée. Donc, si vous pouviez la relire, ce serait bien. Merci. Alors, la citation qui est... Voilà. La littérature francophone est un sous-produit au corps de la production littéraire française. Si on rêve à une place en France, on se trompe. La France n'a pas besoin de ce que nous écrivons. Il y a juste un marché capable d'absorber une part mineure de ce que nous écrivons. Alors j'ai l'impression que c'est vrai. Je pense que, par exemple, en ce qui me concerne, je suis marocaine, mais je suis aussi américaine. Je pense qu'en écrivant un livre qui se passe au Maroc, je corresponds à un certain type de produit qui est attendu de moi en France et pour lequel il y a effectivement une petite place. Je pense que si un auteur américain écrit un livre qui ne se passe pas, qui se passe aux États-Unis, sa place va être complètement différente de la nôtre. Donc je ne sais pas si c'est le fait que le français ne soit pas ma langue ou si c'est peut-être la nationalité qui fait la différence. Béchir Gerbouj. Oui, je crois que Samy pose la question de la réception et la pose de façon très aiguë. Lorsque vous écrivez, que vous publiez un livre, je ne parle pas maintenant de moi je n'ai publié qu'en Tunisie, la critique, qu'elle soit française ou francophone, n'a pas réagi à ce que j'ai écrit. Je reste à l'intérieur du champ éditorial et du champ d'écriture tunisien, mais je sais qu'en France, il y a plusieurs paliers par lesquels vous passez. Il y a d'un côté la critique journalistique qui va rendre compte plus ou moins hâtivement de ce que vous avez publié. Il y a ensuite la critique universitaire qui va peut-être intégrer votre texte à l'histoire littéraire. Et il y a troisièmement l'école, les lycées, etc., qui vont peut-être inscrire à leur programme votre œuvre. Ce sont des paliers de réception qui sont très différents. Et ce que je remarque, c'est que l'histoire littéraire en France va retenir quelques textes très rares, très forts, très beaux, et peut-être lester davantage, en tout cas, que d'autres d'universalité. Je pense par exemple à cet écrivain qui n'a pas cessé d'affirmer son appartenance à Genève. Je suis un Genevois, j'appartiens à la République de Genève, qui est Jean-Jacques Rousseau. Mais Jean-Jacques Rousseau a été repris de force à la Suisse et il est quelque part dans les histoires littéraires, les siècles des Lumières, etc., quelque part entre Montesquieu et Voltaire. Il est là, et Diderot, bien sûr, n'est-ce pas? Là, il est devenu, qu'il le veuille ou pas, un écrivain français, et un écrivain français au même titre que Shakespeare est un écrivain anglais.
Donc, pour ce qui est des littératures mineures, la question, évidemment, se pose. Il y a plusieurs, d'ailleurs, paliers de minorité. Il y a plusieurs paliers de minorité. Vous pouvez être dans cet espace un peu extra-français qui est celui des littératures dites francophones, mais vous pouvez avoir un lectorat immense qui est un lectorat français. Je pense à cet écrivain algérien dont j'ai perdu maintenant le nom, qui a écrit l'attentat, etc., Yasmina Khadra. Bon, je ne porte pas de jugement de valeur, mais c'est un écrivain qui a réussi à se doter d'un lectorat très très important, et je suppose aussi qu'il est traduit dans beaucoup de langues et qu'il est considéré comme assez emblématique de la littérature francophone algérienne. En tout cas, c'est un écrivain qui est très lu. Maintenant, quelle place il va avoir dans les manuels, quelle place il va avoir dans les histoires littéraires, quelle place... c'est tout le problème. Kamel Daoud, Marim Alaoui a parlé tout à l'heure de cases. Les cases dont l'Occident avait besoin, voilà, il avait des places vacantes, donc il vous plaçait. Vous-même, quand vous dites « l'Occident me chamanise, la France me chamanise », n'est-ce pas dire la même chose? C'est-à-dire qu'ils ont... Samy Tchak dit « ils n'ont pas besoin de ce que nous écrivons ». Vous dites « ils ont besoin de ce que nous écrivons, mais ils perçoivent le besoin selon ce qu'ils veulent ». Mais c'est humain, on ne voit l'autre qu'à travers soi-même. L'autre, ce n'est qu'une reconstruction de soi-même. C'est-à-dire, on fait le procès de l'Occident qui nous chamanise ou qui succombe à des exotismes, que ce soit politiques ou littéraires, mais nous aussi, nous faisons le même travail. Nous aussi, nous avons le même discours sur l'homme blanc dans l'autre sens, sur le gaouri, sur le non-croyant. Donc cela va de part et d'autre. C'est-à-dire, quelle est aussi la place d'un écrivain comme Albert Camus en Algérie, l'Algérie de maintenant? Parce qu'il ne correspond pas au credo nationaliste, donc Camus est effacé en Algérie. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Il n'est pas considéré comme un écrivain algérien. Donc là aussi, on est dans le même processus plutôt, mais dans l'autre sens. Donc, il est vrai que l'autre ne peut me percevoir qu'à travers ses constructions. Et il s'agit pour nous, en littérature, comme pour tout le reste, c'est de déconstruire ces préjugés, ces clichés, ces cases, de faire avancer un petit peu la lucidité et la perception et la conscience d'autrui. Mais c'est vrai que ça existe. Et je l'ai vécu, et on le vit tous, même en journalisme. C'est-à-dire... Par exemple, il y a un exotisme politique dans le traitement médiatique du fait politique dans nos pays. C'est-à-dire, on a toujours des simplifications extraordinaires. On a le militant glorieux, on a le dictateur et on a le peuple victime. Et quand vous lisez un petit peu les comptes rendus, vous l'avez peut-être vécu en Tunisie, mais nous l'avons vécu récemment en Algérie, quand on lit les comptes rendus sur les événements politiques et les ruptures politiques dans nos pays, il y a des simplifications qui sont scandaleuses. Donc, c'est vrai, il y a ça. Mais il s'agit aussi de continuer à produire, de déconstruire ce regard-là, d'y résister et de garder son autonomie, donc de faire quelque chose d'autre. Tout à l'heure, la phrase que vous avez citée, elle est valable, et c'est vrai. Laquelle? Celle de Samy Tchak? Exactement. Mais quelle est la place d'un roman écrit en arabe, en Algérie, dans le temple de la littérature arabe, dans la capitale mouvante et entre le Liban et l'Égypte? Aucune. Quasiment. Il y a plus de place pour un écrivain francophone en France que pour un écrivain arabophone de l'autre côté, au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Donc, quelque part, ce jugement, cette conclusion, cette analyse, elle est valable dans les deux sens. Elle n'est pas uniquement valable vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de... Donc c'est vrai, ce que vous dites, oui, il y a une chamanisation, parce qu'on vous interroge sur la pluie, sur les ruptures politiques, sur comment vous voyez la France, qu'est-ce qui se passe chez vous. Pourquoi écrivez-vous en français? Exactement, et il faut faire avec, mais il faut faire avancer les choses. Il faut déconstruire ça, il faut résister à ça, il faut résister à l'assignation et à la sommation, de part et d'autre. Samy Tchak, l'écrivain monde, tel que défini par ce qu'on appelle la nouvelle génération, vous, Mabankou et d'autres, peut-il mettre fin à tous ces questionnements identitaires dont les écrivains francophones font l'objet?
ou font les frais. Oui, je reviens déjà sur ma phrase qui a été citée. Oui, allez-y. Oui, parce qu'il faut la placer dans son contexte. Oui. Il y a... Parce que bon, le texte est construit comme un dialogue entre un écrivain africain noir. Le titre, la couleur de la peau, renvoie vraiment à la couleur de peau. La couleur de l'écrivain renvoie vraiment à la couleur de peau. Il y a quand même une femme dans un petit village où il y avait un salon littéraire qui vient s'adresser à cet écrivain et lui dit « Je n'ai pas besoin de lire ce que vous avez écrit. Si vous l'avez écrit en français, je sais que vous ne nous apportez rien du tout. Parce que nous avons eu les Balzac, les Flaubert et tout. Je pense que vous serez beaucoup plus utile si vous aviez quelque chose d'autre à nous dire dans vos langues. Donc, sans vous lire, je sais que vous ne représentez rien. » Il y a cette femme-là et il y a le professeur fictif qui arrive et qui dit « Mais tout ce que les écrivains africains écrivent, ça ne vaut pas un seul livre de Dostoïevski. » Avant que mon écrivain, on l'aura remarqué quand même, qui est quelque peu cynique, provocateur et peut-être d'une lucidité extrême, leur donne raison. Et il leur donne raison pour ensuite aborder une autre question et déconstruire ce qu'ils disent. La question qu'ils sont en train de poser renvoie plutôt pour l'écrivain à la place que sa nation a dans le monde. Si ce qu'il écrit, quelle que soit la langue, ne représente rien, c'est tout simplement parce que la nation à laquelle il appartient ne représente rien dans le monde. C'est peut-être ce qu'ils sont en train de lui dire et non la langue qu'il utilise. Un écrivain du Togo, franchement, je vais dire du Togo, mon pays, c'est sûr qu'il lui serait un peu difficile de rivaliser en termes de représentation mondiale avec un Irlandais. Ce n'est pas une question d'étendue du territoire, c'est plutôt une question de place que le territoire auquel on appartient occupe dans le monde. Donc, à un moment, il se moque quand même, l'écrivain narrateur, de tout ça et enchaîne avec cet exemple-là. L'écrivain n'avait pas encore son Nobel en disant, par exemple, Modiano en France, quand il publie un livre, au-delà même de son livre, tous les journalistes sont prêts à accueillir le moindre tic de Modiano et les tics de Modiano, les tics de langage de Modiano font l'objet de plusieurs articles et dit, lui, il n'aura pas ça. Il y a donc une certaine ironie dans cette vision qui est quand même aussi une vision lucide. Ce n'est pas quelque part un désir de s'enfermer dans une sorte de minorité de ghetto, c'est aussi un regard que les autres renvoient et expriment. Parce que quand on est quand même dans ce milieu, on entend parfois des écrivains ou des journalistes tenir des discours globalisants sur les littératures africaines, parfois pour atténuer la violence, dire par exemple que les anglophones échappent à ça parce qu'ils sont beaucoup plus profonds ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire comme terme pour être plus près de leur réflexion. Mais maintenant, revenons quand même à l'idée de monde, littérature, monde. Je pars franchement de l'idée que, assez souvent, on en est arrivé quand on parle de littérature et d'écrivains francophones, et ça, j'aborde cette question dans le livre, à nous considérer comme un tout. Et ça, c'est ma critique même des études universitaires qui vont, par exemple, prendre un thème, et dans ce thème-là, on choisit plusieurs auteurs dont on cite quelques passages pour démontrer une théorie. Je crois quand même que si on prenait les écrivains comme des singularités pour s'intéresser à leur œuvre, quel monde ils disent, quel monde un écrivain porte, quel monde Kamel porte en lui, en quoi Kamel peut me porter quelque part dans sa théâtralisation vers une spécificité qui me dépayse dans la mesure où je découvre, mais au-delà de cette spécificité, me conduire vers l'autre rive où la littérature doit conduire chacun. Et l'autre rive la plus lointaine,
c'est celle que je porte en moi. Un écrivain, quand il arrive à faire son travail, me conduit tellement loin, c'est-à-dire au plus profond de moi, c'est là qu'il y a peut-être son universalité. Le monde de l'écrivain, il n'est ailleurs que dans la condition humaine, là où les invariants de la condition humaine dépassent les multiples théâtralités. Je pars, moi, de l'idée de Miguel Torga, quand il fait cette conférence magnifique au Brésil, qui est devenue un livre culte. L'universel, c'est le local, moins les murs. C'est-à-dire, l'écrivain n'a pas un autre monde autre que celui qui le porte vers la plus ultime universalité de la condition humaine. Si j'arrive à le faire, j'arrive à mon objectif. Si je n'arrive pas à le faire, je peux quand même me considérer comme en deçà de mes propres ambitions. Cela dépasse la question du territoire et celle de la langue. Ni paternelle ni maternelle, Kamel Daoud, vous proposez une langue fraternelle. Oui. Pour conclure. C'est vrai que la formule peut pas être naïve, mais j'y crois. Je crois que les langues nous éclairent et je crois qu'il faut avoir, enfin, du moins l'Algérien que je suis, un rapport apaisé aux langues. Il faut qu'on revienne aux langues et pas qu'on sorte des représentations des langues. Donc c'est une phrase que j'avais prononcée à Dakar à l'occasion de la remise du prix et je disais que le français ce n'est pas une langue maternelle, ce n'est pas une langue paternelle, mais elle peut être une langue fraternelle. Et j'y crois. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci Samy Tchak. Merci Mariam Alaoui. Merci Bachir Gerbouj. Merci Kamel Daoud. Merci à vous pour votre présence. J'espère que le débat vous a éclairé sur des questions que vous posiez. Et à bientôt.